Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Arrivée en Polynésie du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Sports et du ministre délégué à l'Outre-mer, cette première journée a été consacrée aux rencontres protocolaires, à la visite du site de Te Aupo en vue des Jeux Olympiques et à une première rencontre avec la gendarmerie. La grande rentrée partout en Polynésie et pour toutes les classes, de la maternelle à la terminale. 48 000 enfants ont repris leur cartable, les enseignants aussi pour une nouvelle année pleine de promesses. C'est fini pour les surfeurs tahitiens à la Shiseido Tahiti Pro. C'est l'Australien Jack Robinson qui remporte la dernière étape du WCT aujourd'hui. Caroline Marks chez les femmes. Vahine Fierro s'est hissée jusqu'en demi-finale avant de s'incliner. Le journaliste Wallace Cotra publie un nouveau livre, Mes Outre-mer, son regard d'Ilien au fil de ses pérégrinations. L'Outre-mer est un concept administratif qui n'existe qu'en ministère, mais ce sont des pays avec des cultures et des histoires, raconte-t-il. Entretien à la fin de ce journal. Le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le ministre délégué à l'Outre-mer, Philippe Vigier, sont donc arrivés ce matin à Tahiti. Ils doivent rester jusqu'au 19 août. Gérald Darmanin et Philippe Vigier se rendront également aux Marquises, puis à Kaukura. On écoute le ministre de l'Intérieur dès son arrivée à l'aéroport. Il répond aux questions de Ayata Tarahu et Jacques Damour. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr de pouvoir accompagner le gouvernement de Polynésie avec la ministre des Sports et des Jeux Olympiques pour la grande épreuve du surf, qui est très important pour l'ensemble de notre pays et pour la Polynésie. Le réchauffement climatique, c'est très important le réchauffement climatique, vous n'en parlez pas, mais c'est vraiment ce qui touche la jeunesse de la Polynésie et qui, à mon avis, mérite d'avoir des grands investissements de la part de l'État français. C'est aussi le cas du développement économique. J'ai aussi entendu de la part du président du gouvernement qu'il considérait qu'il y avait beaucoup de travail économique encore à faire avant d'atteindre des projets politiques qui leur sont propres. Quand on voit qu'on ne produit que 35% que ce qu'on consomme en Polynésie, il faut d'abord faire l'autonomie alimentaire, me semble-t-il, l'autonomie économique, agricole, plutôt que de penser à d'autres choses. Et puis il y a d'autres sujets institutionnels. J'ai également Marquises. Les Marquises ont aussi demandé un certain nombre d'évolutions institutionnelles. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes pour le gouvernement de la nouvelle de la Polynésie française, pardon. Voilà, faut qu'on en discute tous ensemble. Et cette journée a commencé par les rencontres protocolaires avec les représentants du pays, le président Moetai Broderson et le président de l'Assemblée, Anthony Géros. Les ministres d'État ont abordé les grands dossiers sur lesquels un accord doit être trouvé en urgence. L'aéroport de Fa'a et celui des Marquises, la CPS ou encore l'indemnisation des victimes du nucléaire. Ayata Tarahu et Jacques Damour. Moment de recueillement d'abord au monument aux morts, une tradition mais surtout un devoir de mémoire. Après avoir salué les troupes et les autorités, les ministres d'État entament les discussions sérieuses ou plutôt d'intérêt général. Avec le président du pays, les sujets ne manquent pas. On a discuté de beaucoup de choses. 45 minutes d'entretien pour évoquer l'appel d'offres de la concession de l'aéroport de Fa'a, la construction de l'infrastructure des Marquises, l'ITR et la sempiternelle question de l'indemnisation des victimes du nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, Moetai Broderson est président de la Polynésie. Moi, en tant que président du pays, ce qui me satisferait, c'est que l'État assume pleinement ses responsabilités. Le remboursement des sommes qui ont été portées par la CPS. Vous allez être d'accord sur la somme des 100 milliards ? Là aussi, pour l'instant, chacun a fait des études dans son coin. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être envisager de faire une étude commune pour aboutir à des chiffres sur lesquels on peut s'entendre. Car côté chiffres, pour l'instant, les violons ne sont toujours pas accordés. L'État octroiera-t-il les 15 milliards de francs pacifiques demandés par la sénatrice Lana Tetuanui pour abonder les comptes sociaux? L'ancienne majorité l'espère. Que l'État aussi tienne certaines de ses promesses par rapport en particulier à la Convention Santé-Solidarité par exemple, aux fameux 5 milliards également à verser durant 3 ans, donc 15 milliards en tout, qui pourraient nous aider et nous rassurer contre le retrait de la TVA sociale, puisque c'est ce qu'on a toujours dit au Tapura. Si l'État tient son engagement, à ce moment-là, effectivement, on n'a plus besoin d'aller trouver cet argent tous les ans dans les poches des Polynésiens. Pour l'heure, rien ne semble se projeter à l'horizon. Mais le gouvernement compte par ailleurs demander la revalorisation de la dette nucléaire, la dotation globale d'autonomie.
Direction la presqu'île de Tahiti, ensuite, où la délégation ministérielle a été accueillie par des chants et danses traditionnels à Vairao, puis un orero sur les terres et leur histoire. Le conseil municipal de Taiarapu Ouest a invité les ministres d'État à faire la promotion de la commune. Et justement, on reçoit le maire de Taiarapu Ouest ce soir. Bonsoir, Tetouanoui Amblin. Bonsoir. Alors, cette Shiseido Tahiti Pro se referme aujourd'hui dans une ambiance particulière puisque les Jeux Olympiques sont déjà dans tous les esprits. Est-ce qu'on peut dire que c'était en quelque sorte une répétition générale pour l'année prochaine ? On peut le dire que c'est une répétition pour l'année prochaine, pour ce jeu olympique qui s'approche à grands pas. C'est ce qui s'est passé tout le long de cette semaine. Ce qui préoccupe et ce que nous voulons donc que le ministre puisse étudier ça avec le haut-commissaire, c'est surtout au niveau de la sécurité de notre commune, avec la préparation de ce JO qui arrive. Je pense qu'il y a pour nous, l'inquiétude, c'est surtout au niveau de la sécurité non seulement de notre population, de notre commune, mais c'est surtout tous ceux qui vont arriver chez nous pendant cette période-là. Justement, le dispositif a été présenté aujourd'hui. 4 hélicoptères en tout du SAMU et de l'armée, 600 gendarmes déployés au cours de ces journées particulières. Et malgré tout, les autorités ont affirmé qu'il n'y avait pas de risque particulier. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? C'est surtout l'avant et l'après. C'est-à-dire beaucoup de personnes de l'extérieur vont arriver avant pour pouvoir préparer et aménager tout le site et surtout faire envoyer tout le concurrent pour pouvoir préparer et s'entraîner sur la vague. Pour nous, aujourd'hui, nous avons un sous-effectif au niveau de notre police de la commune. Nous avons travaillé avec la gendarmerie aussi à un sous-effectif au niveau de la sécurité de la commune. C'est bien qu'il y ait toutes ces personnes, toute l'armée avec les hélicoptères qui vont arriver pendant la période du JO. Pour nous, le plus intéressant, c'est surtout avant de se préparer avant, parce que cette période de JO va durer que quelques semaines, 15 jours maximum. Après, notre commune, elle est tout petite. Notre pays, Polynésie française, elle est tout petite sur la carte. Et que là, aujourd'hui, maintenant, avec ce JO 2024, c'est tout le monde entier qui va nous voir. Vous êtes un peu propulsé sur le devant de la scène et la commune n'est pas vraiment dimensionnée pour un tel événement. C'est ce que vous êtes un petit peu en train de dire ce soir. La commune est là. Ça fait un petit bouleversement au niveau de l'habitude de la population dans notre commune. C'est quelque chose de nouveau et que nous devons apprendre et se préparer pour cette venue de ce JO. C'est mondial. On dit qu'il y a plus d'1 milliard de personnes dans chaque JO qui arrivent. Donc pour il n'y aura pas 1 milliard de personnes à Tahiti quand même. Non, oui, mais après, il y aura peut-être quelques milliers qui vont arriver sur Tahiti. Avec le JO olympique, il y aura une continuité derrière, parce que les compétitions du surf ne s'arrêtent pas aux JO olympiques. Donc, il y aura toujours Tahiti Pro, il y aura toujours la WSL. Et puis, le nombre de jeunes augmente, le nombre de problèmes entre les jeunes, la délinquance et tout aussi augmente. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que... Merci Tetouanoui Amblin d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes donc le maire de Taiarapu Ouest et on a bien entendu ce soir vos préoccupations par rapport à la sécurité face au public en nombre qui viendra pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Merci. Oui, merci. 12 communes sont déjà labellisées Terre de Jeux en Polynésie et 2 sont en cours de labellisation. La flamme olympique sera justement en Polynésie le 13 juin 2024 lors du relais des océans. Et justement, la délégation ministérielle s'est rendue à Teahupo'o sur le site des Jeux Olympiques pour constater l'avancée des infrastructures et l'organisation de la sécurité autour de cet événement qui accueillera des athlètes et des médias du monde entier. On voit cela avec Nicolas Suire et Patrick Tsinsing. Ils voulaient voir la vague mythique de Teahupo'o. À présent, les ministres des Outre-mer et des Sports sont convaincus de la légitimité de cette vague.
Ils ont échangé à propos de l'organisation des Jeux Olympiques. La sécurité était la part du ministre de l'Intérieur. Ce dernier a annoncé la mise en place du système de reconnaissance faciale PARAF à l'aéroport de Tahiti. Il existe déjà à Roissy-Charles de Gaulle. 2 équipes de la gendarmerie seront formées à la lutte anti-drone suite à l'incident qui s'est déroulé en Espagne où une bombe a été transportée par voie aérienne. Notre pays sera particulièrement vu et observé avec des menaces qui peuvent exister évidemment, des menaces climatiques, des menaces de sécurité, des menaces avec les drones, des menaces cyber. Et on a à cœur bien sûr qu'y compris en Polynésie, les moyens du ministère de l'Intérieur soient à la disposition du gouvernement, du pays et bien sûr des organisateurs. C'est pour ça qu'il y aura 600 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'installation des infrastructures suit son cours. Les travaux n'accusent pas de retard. Tu as la passerelle piétonne, la nouvelle passerelle piétonne qui va être remplacée. Tu as l'eau potable qui va arriver. Tu as la fibre. Tu as l'assainissement des eaux usées. Tu vas avoir également la tour des juges, bien sûr. Voilà, c'est toute une série aujourd'hui de travaux pérennes ou temporaires qui vont être mis en place pour les Jeux. La ministre des Sports nous rappelle le budget conséquent investi pour les Jeux Olympiques. Il y a un budget du comité d'organisation qui est de 4,4 milliards. Il y a qui est porté par Paris 2024 avec 96% de ces fonds qui sont d'origine privée. Et puis il y a ce qu'on appelle la Solidéo, qui est l'établissement qui bâtit les infrastructures, les ouvrages olympiques et paralympiques, et qui lui est doté d'un budget d'à peu près 3,7 milliards, avec une contribution publique qui, elle, se cantonne pour cette partie Solidéo à 1,5 milliard. Donc ce sont des coûts qui sont maîtrisés, avec une très forte part de financement privé. L'organisation des Jeux est bien avancée, même s'il reste encore quelques questions liées au parcours de la flamme et à la venue éventuelle des chefs d'État du Pacifique que le président Broderson a invités. Venue qui aurait un impact sur le dispositif de sécurité. Et à l'issue des Jeux Olympiques, des caméras de vidéosurveillance seront remises à disposition des communes qui le souhaitent. Les organisateurs seront en alerte dès le 20 juillet 2024 pour une compétition qui se déroulera du 27 au 30 juillet. Séquence sécurité à Papara, ensuite, où la gendarmerie assure la prévention et la sécurité jusqu'à Tevayuta, soit 29 km de littoral avec 13 gendarmes et 3 mobiles. Plus de 9 900 interventions par an effectuées conjointement avec la police de proximité. Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour constater les stratégies mises en place, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. On écoute les précisions du major Éric Trichard. Il répond à Teupo Fatupua Ave et Patita Savea. Ce qu'on a mis en place pour aller perquisitionner chez les gens, pour aller saisir du cannabis, et également pour harceler les points de deal où il y a les vendeurs qui revendent essentiellement du cannabis pour les consommateurs. Sur la commune de Papara, il y a eu 2 points de deal qui ont été mis en sommeil depuis quelques temps, depuis à peu près 1 mois. C'est dû essentiellement à notre action en la matière. On est l'effectif de la brigade de gendarmerie à 13 personnels et il y a 13 personnels qui sont prévus à l'effectif de la brigade, donc on est au complet. On est 13 à la brigade plus 3 gendarmes mobiles pour défendre 23 000 habitants. Donc on n'est pas trop nombreux, mais en tout cas les effectifs sont au maximum par rapport à ce qui est prévu par la gendarmerie. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la rentrée scolaire. 48 000 élèves du premier et second degré ont repris le chemin de l'école ce matin, encadrés par plus de 5 000 personnels de l'éducation. Une première journée importante pour chacun, où se mêlent rigueur et tendresse, surtout pour les plus petits. Tour d'horizon de cette rentrée 2023 à Papeete, Bora Bora et Rangiroa, avec Mélissa Chong, Patita Savea et nos correspondants dans les îles. Chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Une doctrine bien connue des 1560 élèves du lycée Paul Gauguin. Jour de rentrée oblige, aux oubliettes les grasses matinées et les sorties nocturnes, les cahiers, eux, revoient enfin le jour. Vu les décalages, maintenant je me réveille maintenant à 5 heures, tandis qu'avant au collège je me réveillais à 6 heures. Du coup, là ça me perturbe un peu, mais ça va aller. Certains camarades abordent l'école avec philosophie, telle une ouverture sur le monde.
Ça va permettre d'avoir un travail, oui bien sûr, mais ça va permettre de faire beaucoup de rencontres où tu peux te sociabiliser avec les gens. Enfin, l'école, ça permet beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça que c'est bien de venir à l'école. Ici, la rigueur est reine. Le lycée affiche un taux de réussite de 97% au baccalauréat. Pour relever à nouveau ce défi, 18 professeurs viennent renforcer le corps enseignant. Côté internat, les demandes des archipels éloignés sont toujours plus nombreuses. Seulement 60 élèves sont accueillis. On a une tension, on a un internat, on a mis davantage de lits pour accueillir tous les élèves. Mais la demande excède notre capacité d'accueil. Donc on y travaille activement avec le ministère pour essayer d'accroître la capacité d'accueil de l'internat d'ici le mois de septembre ou d'ici le mois d'octobre. À quelques mètres, à l'école Paofei, qui compte 290 élèves, l'heure est au dernier câlin. Un réconfort bienvenu pour une rentrée échelonnée. Aujourd'hui, ce sont les plus petits, les CP, qui ouvrent le bal. Tu sais qui va être ta maîtresse? Oui. Comment elle s'appelle? Madame Vairani. Madame Vairani. Elle a pris beaucoup même, stressée. Qu'est-ce que tu lui dis pour la réconforter? Que maman est là, ne pas s'inquiéter, elle va se faire de nouveaux amis. Ça va être une nouvelle aventure pour elle. Une toute nouvelle aventure aussi pour les 310 enfants de la plus grande école maternelle de la République, l'école Namaha 1 de Bora Bora. Les élèves de petite section sont reçus avec beaucoup d'attention au point de ne plus vouloir rentrer à la maison. Et puis à Rangiroa, le banc des 6e a été comblé par une trentaine de collégiens. Une séparation difficile, enfin surtout pour les mamans. Allez, on a tous. Marthe, elle est un peu stressée parce qu'elle a tellement l'habitude que maman soit toujours là, la famille. Et du coup là, pour nous, c'est vrai que pour moi c'est un peu dur de laisser ma fille ici au collège, mais voilà, il n'y a pas d'autre choix. Tous les parents, je pense, qu'ils sont tous préparés à ça, quoi. Qui est déjà un très bon encadrement de nos enfants, parce que nous, on est en plus de Tiputa. Donc, c'est pas évident de laisser partir nos enfants en restant de l'autre côté. Donc, on attend vraiment beaucoup de rigueur, de sérieux, qui soit très présent envers les parents. C'est parti donc pour une année scolaire riche en apprentissage. Comme le disait Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, n'oublions pas qu'un livre, un stylo, un enfant et un enseignant peuvent changer le monde. À Tahiti, c'est l'accueil des nouveaux élèves au lycée hôtelier de Punaouia, accueillis avec leurs parents dans la tradition touristique polynésienne, avec une fleur de tiare et des jeux liés au service, vous le voyez à l'image. L'établissement propose une quinzaine de formations dans l'hôtellerie, la restauration et le management touristique. La Shiseido Tahiti Pro est officiellement terminée. L'Australien Jack Robinson remporte la dernière étape du WCT. Les quarts de finale ont été décisifs pour les Tahitiens. Seul Vahine Fierro a réussi à se hisser jusqu'aux demi-finales. Retour sur ce dernier jour de compétition avec Hiari Tayata, Teivaribay et Tim Prouveau. À ce stade de la compétition, la pression est énorme sur les épaules des surfeurs. Kaolivasta aborde sa série comme hier, rapide et agressif. Mais dans les vagues, il fait des erreurs. Son adversaire Leonardo Fioraventi, ancien champion d'Europe junior, est plus efficace et obtient les meilleures notes. Kaoli est éliminé, mais reste optimiste. C'est un entraînement pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions avant les JO. Ici à Tehupo, donc voilà, le fait d'avoir eu la chance d'avoir une wildcard pour participer à ça, et là j'ai fait quart de finale, c'est un bon résultat quand même, mais voilà, c'est un entraînement, il faut prendre ce qu'il faut, voilà, il y a des choses à améliorer. Mihimana Brai, quant à lui, se montre plus efficace sur ses départs. Il réussit à prendre les 2 meilleures vagues de la série, mais aujourd'hui, les conditions ne jouent pas en sa faveur. Les sanctions pour interférence envers son adversaire réduisent encore plus ses chances. Fin de parcours pour le Tahitien. L'ambition était grande, la défaite est amère. Je sais qu'aujourd'hui, le Tahitien, l'ambition était grande. Pour les quarts de finale, c'est Vahine Fierro qui s'en sort le mieux. Elle prend plus de vagues et assure ses manœuvres. Elle décroche la meilleure note de la série, 6.83, et finit par remporter le duel. Performance remarquable quand on sait qu'elle a affronté la meilleure surfeuse du moment, la hawaïenne Carissa Moore.
Le choix de vague aujourd'hui est super critique et c'est important, c'est un des critères les plus importants pour aujourd'hui parce que c'est ce qui va te donner un bon score ou pas. Donc voilà, utiliser sa priorité correctement, choisir les bonnes vagues, attendre patiemment ou pas. Donc il y a plein de petites choses à prendre en compte. Gagner, c'est important, c'est l'objectif final et pour pouvoir faire ça, voilà, c'est petit à petit et donc je me sens bien, j'ai les bons plans, j'ai des bonnes personnes autour de moi, donc tout est bon. Malgré une belle performance, Vahine Fierro s'incline finalement en demi-finale face à l'américaine Caitlin Simers. C'est la fin du parcours des Tahitiens dans la compétition. Sport toujours avec le championnat du monde de Va'a au Samoa. Classement difficile à accepter pour la délégation tahitienne après les pirogues cassées hier en V1 Open Homme et en V1 Junior. Les V6 Junior filles ont écopé finalement de 2 minutes de pénalité qui les ont rétrogradées à la 2e place du podium. Lors de la remise de médailles, elles ont choisi de tourner le dos. Aujourd'hui, nouvelle réclamation de la Nouvelle-Zélande et Natty Hay Sommer descend elle aussi à la 2e place. Vous allez voir ces images de la remise de médailles sur le podium dans un instant. Et on écoutera ensuite le président de la Fédération tahitienne de Va'a qui ne cache pas son amertume. Il est interrogé par Priscilla Etev. Vis-à-vis donc de la réclamation, il y a de l'injustice à l'intérieur. C'est là où je dis non, c'est pas juste. Si donc on ne nous entend pas et pour eux donc bon la Nouvelle-Zélande alors donc c'est encore pire étant donné que donc ils veulent à chaque fois donc descendre Tahiti. Nous avons donc donné notre avis et tout par rapport à une organisation qui est assez donc dommage dans l'ensemble pour le monde du Va'a. Et donc les V1 qui ont eu que des problèmes, surtout quand c'est tombé sur Tahiti. Il y en a aussi Magui donc s'est retrouvé avec à plein d'eau. Un mot de littérature à présent. Le journaliste Wallace Cotra publie un nouveau livre, Mes Outre-mer, le récit d'une carrière qui l'a mené de Tiga en Nouvelle-Calédonie vers le bout du monde. Un livre sans concession où l'optimisme côtoie les sentiments les plus sombres sur cette France-monde. Entretien avec l'auteur, signé par nos confrères de Nouvelle-Calédonie Première, Yvan Avril et Gaël Detcheverry. C'est un chemin qui s'ouvre à Tiga et qui revient à Tiga 60 années plus tard, riche de rencontres tout autour du monde. Dans Mes Outre-mer, itinérance d'un Océanien, à la première personne, Wallace Cotra raconte son regard d'Ilien sur ces fragments de France qu'il a visités et les rencontres qui ont jalonné sa route. L'itinérance, c'est à la fois un itinéraire, c'est-à-dire un chemin, une route qu'on veut suivre, et puis une errance. C'est-à-dire au bout d'un moment, on se perd. Et moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans dans une petite île, qui est Tiga. Ça a été pour moi une expérience formidable. De partir, on ne sait pas trop où, et puis découvrir des gens. Parfois, je reconnais des choses, mais souvent, je m'accroche aux gens. Des points de repère qui essaient de me faire comprendre ce qu'ils vivent. Donc c'est un petit peu ça. C'est un rêve de gosse. L'outre-mer, je découvre que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'outre-mer. C'est un concept administratif et politique qui existe comme ministère. Mais c'est des pays, avec des cultures, avec des histoires et tout ça. Et c'est ça, quand on vient d'outre-mer, que l'on découvre. C'est-à-dire, on ne découvre pas les dossiers qui sont à rue Odino, on découvre les gens. Et c'est des gens qui m'ont fasciné, quoi. En tout cas, moi, j'ai été passionné par ça. On ne peut pas considérer les collectivités d'outre-mer uniquement comme des gens qui demandent des subventions, etc. Il faut les intégrer dans la République si on veut qu'ils restent dans la République. Et les Kanaks ont une culture vieille de 4000 ans, 3000 ans, solide, avec des racines profondes. Mais notre identité, comme l'a dit Jean-Marie Chibaou, ici au Santibaou, notre identité est devant nous. Donc il faut engager le dialogue avec les autres, s'inspirer de... C'est ce qui se fait d'ailleurs, mais on ne le revendique pas, parce que c'est plus facile de revendiquer le passé. Et pareil pour les Caldoches, pour simplifier. Caldoche, c'est une population, historiquement, qui a été rejetée par la France. Et au sortir du bagne, au lieu d'engager cette conversation avec le monde kanak, ils ont préféré se ressourcer de nouveau et puis se réenraciner dans cette France mythique. Voilà.
Et ils sont des Européens de Nouvelle-Calédonie et pas des Océaniens d'origine européenne. Ce qu'ils sont en réalité. Mais Outre-mer, itinérance d'un Océanien de Wallace-Cotra est publié par les éditions Au Vent des Îles. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres, la visite officielle du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Sports et du ministre délégué à l'Outre-mer. Au cœur de cette première journée, les rencontres avec les représentants du pays et les dossiers en instance, l'ITR, le nucléaire, mais aussi la préparation des Jeux Olympiques de 2024, la logistique et la sécurité. À la une de Tahiti Info, demain, l'État joue et le pays la joue collectif. L'information locale continue dès demain matin, 6h, en radio avec Carlos Natua et Miri Tumatariri. Tout de suite, soirée documentaire avec la période de la Renaissance, puis le réchauffement climatique. On se quitte sur ces dernières très belles images de surf signées Teiva Ribet, Maruki Duri et Tim Prouveau. Très belle soirée sur la première. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.